Nous sommes le 16 février 2020, il est 13 h et vous êtes sur RTI 1, vous faites bien. Le président Alassane Ouattara est rentré hier de Paris. Lors de son séjour en France, le chef de l'État a assisté à l'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Avant l'étape de Paris, le président de la République était à Addis Abeba, en Éthiopie, où il a pris part au 33e sommet de l'Union africaine. Amadou Koulibaly a lui aussi regagné Abidjan hier. Pendant 3 jours, le Premier ministre était dans la région du Boclé. Une visite marquée par des lancements de travaux de bitumage, des inaugurations de châteaux d'eau, de nouveaux marchés, de débarcadères ou encore d'extension de réseaux électriques pour la grande joie des populations. 200 nouvelles bénéficiaires du FAFSI du village de Blocos à Cocody ont reçu leur chèque hier samedi des mains de la ministre Anne-Désirée Ouloto, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les femmes ont également reçu des dons en vivres et en non-vivres d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Justement, la problématique de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, la Côte d'Ivoire en fait une priorité. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 48% de femmes, 47% de taux de pauvreté féminin. Les plus touchées par le chômage, ce sont encore elles, et 63% d'entre elles sont analphabètes. Le tableau est sombre, il faut tenter de l'éclaircir, autonomiser nos femmes. Et le gouvernement est à l'œuvre. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est récemment doté d'une stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Et le mois dernier, le secrétariat d'État en charge de l'autonomisation de la femme a organisé un séminaire d'appropriation de cette stratégie. Nous avons voulu en savoir plus, alors nous avons invité Belmonde Dogo sur notre plateau et la secrétaire d'État nous a fait l'honneur de dire oui et elle est là en plateau avec nous dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour Madame la secrétaire d'État. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Je vous retrouve dans 30 minutes pour l'entretien. Je vous remercie. À tout à l'heure. Vous allez rester avec nous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir, vous le savez certainement, Madame la secrétaire d'État. Lors de son séjour dans la capitale française, le chef de l'État a échangé avec la secrétaire générale de l'OIF, puis il a assisté à la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer, bibliothèque qui porte désormais le nom du premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Avant de se rendre en France, le président de la République était à Addis Abeba, en Éthiopie, où il a pris part aux travaux du 33e sommet de l'Union africaine. En 11 minutes et 7 secondes, on va écouter le chef de l'État. Il s'est exprimé au micro RTI 1 dès sa descente d'avion. Je suis très heureux d'être de retour à Abidjan après une mission qui m'a conduit successivement à Addis Abeba et à Paris. Hier, vendredi 14 février, à Paris, notre pays a été honoré par l'Académie des sciences d'Outre-mer, dont la prestigieuse bibliothèque porte désormais le nom de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, qui fut également membre de cette académie pendant 20 ans, de 1973 à 1993. C'est donc avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que j'ai procédé à l'inauguration de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny avec à mes côtés la première dame, plusieurs membres du gouvernement ivoirien, des ambassadeurs et bien sûr des représentants des autorités françaises. Dans la communication que j'ai faite, j'ai tenu à rendre hommage à ce grand homme d'État dont l'œuvre et la vision continue d'inspirer bon nombre d'Ivoiriens, y compris moi-même, et qui a eu l'honneur et le privilège de travailler à ses côtés durant plusieurs années dans des moments difficiles pour notre pays. J'ai aussi salué l'engagement du président Houphouët-Boigny pour la paix, sa passion de bâtisseur, sa vision pour le développement d'une Côte d'Ivoire moderne, soutenue par une forte politique d'éducation. Je suis aussi revenu sur son amour pour la Côte d'Ivoire et pour son peuple, ainsi que sur l'un des legs politiques majeurs du président Houphouët, le dialogue dans le règlement des conflits
comme l'atteste le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'UNESCO. J'ai enfin insisté sur notre volonté de pérenniser ses valeurs et ses idéaux et de poursuivre son œuvre de paix et de développement de notre pays. Alors, durant mon séjour à Paris, je me suis aussi entretenu avec la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, et avec la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, qui est originaire du Rwanda. Nous avons eu des échanges relatifs à la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux importantes institutions. Comme vous le savez, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est logé à l'UNESCO et nous avons le grand honneur d'avoir la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone présidée par notre frère le président Amadou Smaoro, président de l'Assemblée nationale. Alors, avant cette mission à Paris, j'étais à Addis Abeba, où j'ai pris part les 8, 9 et 10 février au 33e sommet de l'Union africaine. J'étais accompagné d'une forte délégation composée du ministre d'État, du ministre de la Défense, du ministre secrétaire général de la Présidence, du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du ministre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que des membres du cabinet présidentiel. Le sommet a porté sur le thème « Faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique ». Nous avons à cette occasion fait le point de la situation sécuritaire et politique sur le continent africain, évoqué les défis à relever et fait des recommandations pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ceux du développement durable de l'ONU. L'intégration économique du continent, avec notamment l'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale, a été bien évidemment hissée au rang de nos priorités. Nous avons aussi souligné la nécessité d'une constante mobilisation de toutes les énergies pour relever les défis de notre continent, notamment la lutte contre le terrorisme, la création d'emplois pour les jeunes, l'autonomisation de la femme et le règlement des conflits. Je dois dire que ce sommet a été marqué par la désignation du président Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, en qualité de nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, en remplacement du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, à qui nous avons adressé nos chaleureuses félicitations pour les importants résultats enregistrés durant son séjour et aussi la visite officielle qu'il nous a rendue pendant son mandat de président de l'Union africaine. Au cours du sommet, j'ai pris part au forum de haut niveau sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, à ma qualité de champion du suivi de la mise en œuvre de cet agenda et de son premier plan décennal qui porte sur la période 2014-2023. J'ai présenté mon deuxième rapport qui a souligné les progrès et les résultats enregistrés, les défis à relever dans les domaines prioritaires. Nous avons fait des propositions, des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée afin de parvenir à la réalisation des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques de l'Afrique. J'ai recommandé l'accélération de la transformation de nos économies sur la poursuite de la réalisation des objectifs du développement durable en vue de la réduction de la pauvreté et du chômage, notamment dans nos pays et sur le continent. Nous avons insisté sur la nécessité d'aller encore plus vite vers l'atteinte des objectifs à mi-parcours de la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. J'ai également préconisé le développement des infrastructures économiques et sociales
comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, et la fin des conflits qui minent les progrès et l'intégration de notre continent. En marge du 33e sommet ordinaire de l'Union africaine, j'ai pris part au dîner de haut niveau des leaders africains pour la nutrition, organisé par la Banque africaine de développement. Au cours de mon intervention à ce dîner, j'ai mis en exergue les efforts de notre pays en matière de lutte contre la malnutrition, à travers notamment la création d'un Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui est placé sous la supervision du vice-président de la République, et aussi l'ouverture en mars 2019 du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, dénommé CERFAM, pour lequel j'ai demandé d'ailleurs le soutien de l'Union africaine pour en faire le centre du continent africain. J'ai également pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée-Bissau. Et à l'occasion de ce sommet, 2 autres points étaient inscrits. La question de l'éco. J'ai informé mes pairs sur la réforme du franc CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie commune de la CEDEAO que nous dénommons l'éco. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant aux éclaircissements apportés et aux importantes décisions prises par les chefs d'État de l'UMOA. Nous avons également évoqué la question de la fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin et le Niger et encouragé les autorités nigériennes à agir rapidement pour ouvrir les frontières. La fermeture des frontières de manière unilatérale est contraire au texte de la CEDEAO. J'ai en outre eu plusieurs entretiens, notamment avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Madame Winnie Byanyima, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, et le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines, M. Matthew Harrington, qui a déjà visité la Côte d'Ivoire à l'occasion de la réunion de l'AGOA dans notre pays. En 2019, le président Charles Michel m'a invité à effectuer une visite officielle auprès de l'Union européenne en 2020, ce que j'ai accepté avec plaisir. Alors, les échanges ont permis de faire un point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différentes institutions. Nous avons évoqué avec tous les questions sécuritaires, notamment la situation dans le Sahel, qui demeure une préoccupation pour notre sous-région. Je dois dire que nous avons été particulièrement bien accueillis par les autorités éthiopiennes et que je voudrais remercier. Le Premier ministre Abiy Ahmed m'a accueilli personnellement à l'aéroport et c'est ce qui nous a permis d'avoir des échanges sur la meilleure manière d'organiser la prochaine cérémonie de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny, dont il est le lauréat. Nous avons également envisagé la possibilité d'une visite officielle que je pourrais effectuer en Éthiopie au cours des prochains mois. Vous venez d'écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à son retour d'Addis Abeba et de Paris. En France, justement, la rencontre du chef de l'État avec la secrétaire générale de l'OIF vendredi a été suivie par Jérôme Kofi Aboula. Selon notre reporter, l'entretien entre les deux personnalités a porté essentiellement sur les relations entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à Paris, devant la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, vendredi 14 février 2020. Le chef de l'État ivoirien et Mme Louise Mushikiwabo ont essentiellement parlé des relations très étroites entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Au terme de cet entretien, le président Alassane Ouattara
a notamment évoqué l'importance de la confiance qu'inspire l'Organisation internationale de la francophonie en termes de développement avec les différents pays membres de cette organisation. Ça fait 1 an qu'elle a pris fonction et je me devais de venir la saluer, la féliciter et lui dire que nous apprécions l'étroite collaboration entre l'OIF et la Côte d'Ivoire et que l'appui qui nous est apporté est bien apprécié. Et je pense que nous devons continuer de faire confiance à l'OIF pour ses conseils. C'est une organisation qui a une très grande expérience des pays francophones, notamment des pays africains. La Côte d'Ivoire a bénéficié de ses conseils et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire à Madame ma sœur qu'elle peut compter sur nous. Elle peut compter sur nous. Le gouvernement ivoirien continuera de lui apporter son soutien et nous sommes persuadés que l'OIF continuera de s'agrandir. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont toujours travaillé de manière étroite dans tous les domaines, notamment au niveau de la culture. Pour rappel, c'est au bord de la lagune ébriée que les 8e Jeux de la francophonie ont été organisés avec brio en 2017. Reportage en France signé Jérôme Kofi Abola. La visite du Premier ministre dans la région du Boclé, ici en Côte d'Ivoire, s'est achevée hier. Une visite de travail de 72 heures qui s'est terminée par un meeting. Une rencontre avec les populations qui se disent heureuses des actions de développement dont elles bénéficient déjà et de celles en cours, notamment l'adduction en eau potable et l'extension du réseau électrique. Retour sur ce meeting de clôture avec Alexis Ouedraogo. À Sassandra ce samedi, l'heure était aux réjouissances. En l'espace de 72 heures, les populations ont vu déferler le flot de bonnes nouvelles porté par le chef du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants envers lui. En tout cas, il nous a trop donné. Il nous a donné des grâces, des matériels. On est plus fatigué, débarqué. Poisson là, on va avoir maintenant cadeau. On va avoir poisson cadeau et puis on va vendre. On est très heureux pour tout ce qu'ils ont fait pour Sassandra. Vraiment, nous sommes contents. Quand s'ouvre le bal des allocutions, au pupitre se succèdent les élus pour célébrer ce développement. Il y a une fois pensé ici à Sandra qu'on allait avoir du bitume, alors qu'on n'est pas Congo, on n'est pas Yamsokro, on n'est pas Daoukro. Et c'est nous qui avons du bitume, jusqu'à 10 km. Qui a pensé ça un seul instant? Qui a pensé un seul instant que nous aurions le plus beau marché de Côte d'Ivoire? Sandra a décidé d'adhérer à la vision claire et nette, sans embâche, du président Alassane Ouattara. Venez voir ce qui se passe dans la région du Boclé. Regardez ces miracles. Le bitume, l'électricité, les poteaux électriques transportés dans tous les sens, dans les villages. Et oui, les écoles primaires poussent de partout. Les collèges de proximité, loin de pointer le nez, se répandent progressivement dans les sous-préfectures. Les routes sont entretenues, les tables distribuées, un grand manger construit, un débarcadère donné et bien d'autres réalisations. Notre région était divisée. Vous nous avez donné notre dignité. Merci de nous avoir donné notre dignité. Et pour marquer leur gratitude, les populations n'ont pas manqué de faire des dons au chef du gouvernement. Geste salué par le Premier ministre qui le leur a rendu avec des dons importants aux populations et notamment aux femmes qui bénéficient d'équipements importants et d'une enveloppe de 4 millions de francs CFA comme fonds pour soutenir leur activité. Les jeunes, au nombre de 2050 issus de la région, bénéficient eux d'une enveloppe globale de 921 millions de francs CFA pour le développement de leurs projets. Nous promettons au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire bon usage de ces fonds, mais aussi et surtout de les rembourser afin de permettre à d'autres jeunes de la région du Boclé d'en bénéficier. Quand il prend place au pupitre, Amadou Gon Coulibaly salue cette population sortie comme un seul homme. L'ambition du président de la République est de faire à nouveau de cette région un pôle économique majeur par la valorisation de ses énormes potentialités agricoles, halieutiques et surtout touristiques, avec ses côtes aux merveilles insoupçonnées. Chers frères et sœurs,
Nous ne devons donc pas céder au découragement. L'inauguration du marché central et du débarcadère de Sassandra et la réalisation très prochaine de la côtière vont consacrer définitivement le redécollage de la région. J'ai néanmoins pris bonne note de toutes les doléances qui ont été formulées par le porte-parole des populations, le président du conseil régional. Nous allons les examiner ensemble. Le chef du gouvernement a, comme partout où il est passé, appelé à la cohésion. Oui, c'est par la paix dans nos régions que nous pouvons consolider la démocratie et accélérer le développement de notre beau pays. S'agissant des prochaines élections, je n'ai aucun doute qu'elles se passeront dans la paix, la sécurité, la transparence et l'équité. Nos braves populations partout où je suis passé, comme ce matin ici à Sassandra, nous le répètent à l'unisson. Elles veulent la paix, rien que la paix pour vivre et s'épanouir. Le temps des élections démocratiques et apaisées arrive et je n'ai aucun doute qu'à ce moment-là, la région du Boclé fera le bon choix. Le choix du développement, le choix de la paix, le choix de la poursuite harmonieuse de la grande œuvre de construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. La visite de travail du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly dans le Boclé a refermé ses portes ce samedi. Une visite du Premier ministre dans le Boclé qu'en pensent les populations, notamment les cadres de la région. Nous avons tendu le micro à quelques-uns d'entre eux, tour d'horizon de leurs réactions. Comme vous avez pu l'entendre dans toutes les interventions, notre région revient de loin. Elle était dans une léthargie depuis des décennies et aujourd'hui, grâce aux actions de développement menées par son Excellence le Président Alassane Ouattara, conduite par son Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, notre région renaît à nouveau et c'est un grand espoir qui est né dans le cœur des populations de Sassandra et de toute la région du Boclé. La région du Boclé avait soif de ses dirigeants et la région du Boclé a adoubé les actions du gouvernement. Nous voulons la paix, rien que la paix, parce qu'il y a la paix dans ce pays, c'est pour ça que nous sommes retrouvés là. Sinon chacun serait dans sa cave en train de pleurnicher. Je suis très très heureux, plus que comblé. Je suis venu constater de moi-même, de visu, ce qu'un chef d'État, ce que la Cour peut apporter à une région qui a été longtemps, je ne dirais pas meurtrie, mais qui a donné sa part à la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît cette part. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous savons que le développement va s'enclencher. Avec déjà le bitume, la voirie, la santé publique, l'hydraulique villageoise, l'électrification. Voilà pour le chapitre visite du Premier ministre dans le Boclé. RTI Bouaké, RTI 1, RTI 2 et aujourd'hui RTI 3. Le groupe RTI ouvre grand ses bras à ses téléspectateurs avec cette nouvelle chaîne, la 4e chaîne du groupe depuis hier samedi. Cette 4e chaîne axée principalement sur le sport et la musique a été officiellement lancée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dès son retour du Boclé. Lancement suivi d'un grand concert gratuit au Palais de la Culture de Treichville. Il faudra donc désormais compter avec RTI 3 dans le paysage audiovisuel ivoirien. RTI 3 disponible sur le canal 3 de la TNT. Elles sont au nombre de 200 et elles viennent de bénéficier du fonds FAFSI. Ces femmes ont reçu leur chèque hier à Blokoso, dans la commune de Cocody, ici à Abidjan. La ministre Anne-Désirée Ouloto, qui représentait la première dame, leur a fait des dons d'une valeur de 108 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Viviane Haïm. La remise de chèque FAFSI est toujours un grand moment pour les femmes de Côte d'Ivoire qui sont désormais de plus en plus nombreuses à considérer ce microcrédit comme un instrument au service de leur épanouissement personnel. Ce samedi 15 février, ce sont 200 nouvelles souscriptrices au FAFSI dans le village Atchan de Blocos, dans la commune de Cocody, qui devaient recevoir leur chèque. La cérémonie organisée par le cabinet de la première dame, initiatrice du microcrédit FAFSI, se déroulait sur la grande place du village, en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, illustre fils de l'ethnie Atchan,
Étaient présents également les autorités administratives et municipales de la commune de Cocody, l'autorité coutumière, les guides religieux, les populations du village et plusieurs invités. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était représentée par la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Comme de tradition, la libation aux ancêtres a ouvert la cérémonie qui a été aussi marquée par une danse traditionnelle exécutée par la génération au pouvoir au sein du village. Puis, par la voix de leur porte-parole, les nouvelles bénéficiaires ont affirmé leur reconnaissance et leur détermination à utiliser au mieux le prêt qui leur est octroyé. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de rendre hommage à cette grande dame et à son époux, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Madame la ministre, dites à notre maman que les femmes de Blocos et de Cocody Village sont debout et qu'elles l'accompagneront dans le navire de l'émergence jusqu'à bon port. La représentante de la première dame, la ministre Anne-Désirée Oloto, a invité toutes les femmes de Blocos et de la commune de Cocody à s'inscrire pour bénéficier elles aussi d'un prêt du FAFSI afin d'entreprendre et devenir des femmes indépendantes. Chères sœurs de Cocody, pour son attachement particulier au village de Blocos et pour saluer le dynamisme du FAFSI à Cocody, la première dame, et je vous invite à écouter, la première dame met à votre disposition une enveloppe supplémentaire, c'est-à-dire elle ajoute, elle complète, elle met encore dessus, elle met Guassou. Une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs CFA. Ce qui porte à 860 285 000 francs CFA la dotation totale du FAFSI à nos sœurs de Cocody. Et tout cela pour vous aider à développer vos micro-projets. J'invite donc, au nom de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, toutes ces sœurs qui n'ont pas encore souscrit au FAFSI, je les invite à ne plus hésiter et à le faire immédiatement. Les 200 nouvelles bénéficiaires ont reçu symboliquement leur chèque, en plus de cette ligne de crédit supplémentaire. La première dame de Côte d'Ivoire a fait remettre à ses sœurs de Blocos et de Cocody Village des tonnes de dons en vivres et non-vivres pour une valeur de 100 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 8 millions de francs. Pour leur part, les femmes de Blocos ont offert à la première dame une tenue traditionnelle, des parures et des vivriers. Joie et pas de danse étaient au rendez-vous. Et c'est la transition parfaite. Comme vous le savez, les dimanches, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Aujourd'hui, notre invitée est secrétaire d'État. Elle est chargée de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Belmondo Dogo nous a rejoint en plateau. Mais avant de démarrer notre entretien, je vous propose, Madame la secrétaire d'État, de suivre cet élément vidéo qui porte la signature de Sephora Zegui. Pour accélérer l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, l'État a entrepris plusieurs actions. Il s'agit notamment en février 2019 de la certification du karité ivoirien par les autorités américaines. Un karité produit en majorité par des femmes. Cette certification bio donne désormais le droit à la Côte d'Ivoire de vendre ses produits issus de la filière karité sur le marché international. À côté de cela, le gouvernement, à travers le Fonds Femmes et Développement, a permis l'autonomisation de près de 15 000 femmes vivant dans la précarité et créé plus de 6 000 emplois. C'est désormais 60% de ces femmes qui arrivent à épargner. La femme jouant un rôle capital dans la sécurité alimentaire
Le gouvernement a élaboré un programme avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dénommé AgriFeds. Ce programme a permis d'accompagner 2000 femmes dans les régions du Tchologo et du Bunkani. Pour mieux adresser la problématique de l'autonomisation de la femme, un secrétariat d'État en charge de l'autonomisation de la femme est créé le 4 septembre dernier. Sa priorité, les femmes du monde rural. Elles assurent entre 60 et 80% de la production agricole des pays en voie de développement selon les Nations Unies. Du 30 janvier au 1er février, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme, Miss Belmont Dogo, a réuni les experts et acteurs de développement afin d'examiner et dessiner la matrice des actions les plus pertinentes à mener en vue de l'approbation de la stratégie nationale d'autonomisation de la femme de Côte d'Ivoire. 5 axes prioritaires ont été retenus au terme de cette rencontre. Madame la secrétaire d'État, la Côte d'Ivoire compte 48% de femmes, 48,3%. Les femmes constituent 47% de taux de pauvreté, 63% de taux d'analphabétisme. On parle d'autonomisation. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce terme? Dans autonomisation, qu'est-ce que vous mettez? Parler d'autonomisation nous fait tout de suite penser au volet économique. Le processus par lequel les femmes peuvent avoir une activité génératrice de revenus. L'autonomisation n'est pas que économique, c'est une notion plus englobante. L'autonomisation, c'est aussi lever toutes les barrières, tous les freins liés à l'épanouissement de la femme. Parler d'autonomisation, c'est aussi parler des droits de la femme, la capacité que la femme a de faire et de déterminer ses choix. C'est aussi le droit à l'éducation, à la formation et c'est surtout le leadership. Et les 23 et 24 janvier dernier, votre département a organisé un séminaire d'appropriation d'une stratégie, une stratégie nationale d'autonomisation de la femme. Pourquoi une stratégie nationale? Une stratégie pour définir le cadre dans lequel toutes les actions en faveur de la femme doivent et pourront se mener. Et la Côte d'Ivoire avait besoin de cette stratégie. Et c'est cette idée qui a été nourrie par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec le concours de la Banque mondiale, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une stratégie nationale. C'est un cadre concerté où toutes les actions pourront être menées. Et c'est un cadre qui définit, parce que la stratégie définit les priorités, les axes et les résultats. Donc pour nous, c'est un outil important que la Côte d'Ivoire devait avoir. Et quelles en sont les recommandations à l'issue de ce séminaire? Qu'est-ce que vous avez décidé? D'abord, l'initiative de ce séminaire visait à mettre ensemble les experts, la société civile, les partenaires au développement, les structures techniques, afin de s'accorder sur les différents axes de l'autonomisation de la femme. Et pendant 48 heures, ils ont travaillé, ils ont épluché le document et nous nous sommes accordés sur les priorités, sur les objectifs et les résultats qui pourront amener la femme ivoirienne à être autonome. Et vous parlez d'axes. Dans l'élément de Sephora Zegui, on en a parlé également. On parlait de 5 axes, les axes prioritaires. Quels sont ces axes? Nous avons 5 axes prioritaires. Le premier axe qui pour nous est important, c'est comme tous les autres, non? Comme tous les autres, mais le tout premier parce que pour nous, la femme ivoirienne a un génie en elle, un génie qui ne demande qu'à éclore. Et pour nous, le premier axe, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeune femme et de la jeune fille. Et ensuite, le second axe, c'est les droits des femmes et la santé de la reproduction. Les droits de la femme, pourquoi? Parce que le gouvernement a fait sa part. L'Assemblée nationale a voté des lois, mais des lois qui sont peu connues par les femmes elles-mêmes. Le troisième axe, nous avons l'éducation et la formation. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame que le taux d'analphabétisme chez les femmes est élevé. Pour nous, 63%. 63%. Pour nous, il est important que la femme ivoirienne, avant d'avoir droit au prêt, avant d'avoir une activité génératrice de revenus, puisse apprendre à lire et à écrire. Et le second axe... Le quatrième axe, c'est celui, je dirais, de la bonne gouvernance et suivi-évaluation. Et le dernier axe, c'est le leadership. Le leadership. Dites-moi, madame, l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire, c'est quoi l'état des lieux? Je dirais que le gouvernement a fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Au plan politique, nous saluons la loi sur le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues.
loi qui va permettre aux femmes d'atteindre le sommet, tout en brisant le plafond de verre qui les empêche d'atteindre ce sommet. Au plan économique, nous avons des femmes entrepreneurs, je dirais des femmes championnes, mais qui sont peu connues de la Côte d'Ivoire. Nous avons des femmes qui ont été primées en 2019 au Salon de l'agriculture à Paris. Nous avons des femmes qui, dans les secteurs d'activité, ont des actions et des activités qui profitent à la population, donc qui ont besoin d'être sues par les Ivoiriens en général. Et ensuite, je dirais l'état des lieux au plan social, il reste beaucoup à faire. Et d'après vous, quelles sont les actions les plus pertinentes à mener en vue d'autonomiser les femmes en Côte d'Ivoire? Les actions les plus pertinentes avec le concours du gouvernement, nous devons amener la femme ivoirienne à passer d'une économie de subsistance à une économie solide. Nous devons amener la femme ivoirienne à la culture de l'épargne, amener la femme ivoirienne à faire baisser le taux d'analphabétisme. Et les actions les plus pertinentes pour le gouvernement, c'est surtout, je le dis, faire en sorte que la femme prenne toute sa place dans le développement du pays. Il y a eu ce séminaire, d'accord, ce séminaire d'appropriation de la stratégie nationale d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Mais, mis à part ce séminaire, vous-même, quel bilan vous faites? Voilà déjà quelques mois que vous occupez ce poste. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Nous avons commencé par, je dirais, l'action de proximité. Nous avons visité les femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons voulu nous imprégner de leur réalité. Et nous avons vu des femmes qui nous ont démontré toutes les bravos, les déterminations. Et ce sont des femmes valeureuses. Ce sont des femmes valeureuses qui sont dans le milieu de l'agriculture, qui donnent beaucoup mais qui gagnent peu. Nous avons vu des femmes qui produisent en quantité suffisante, mais qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises ou qui voient les marchandises rester sous la main et pourrir. Et pour nous, au sortir de toutes ces rencontres, de toutes ces visites, nous avons initié d'autres rencontres avec des femmes commerçantes, des femmes entrepreneurs, en vue de créer une plateforme qui pourra mettre ces différentes actrices ensemble, mais réellement des actrices et non des intermédiaires. Et ensuite, nous avons aussi pensé, et j'espère que très bientôt cela se fera, permettre à nos mamans qui se retrouvent en zone rurale de pouvoir écouler aisément leurs produits sur les grands marchés d'Abidjan. Donc, les solutions sont en cours, Madame le ministre. On parle aussi d'un fonds pour les femmes, le fonds Femmes et Développement. Ce ne serait pas un fonds de plus, un fonds de trop? Parce que je pense tout de suite au FAFSI, on vient de voir un élément là-dessus, le fonds de... Non, je ne parlerai pas d'un fonds de plus. Je dirais plutôt que pour le gouvernement, aucune action, aucune énergie n'est de trop lorsqu'il s'agit de la femme. Et le fonds Femmes et Développement n'est pas nouveau. C'est un fonds qui existe depuis 1994. Notre action vise à le redynamiser et à le vulgariser. Il était un peu endormi. Je ne dirais pas comme ça. Je ne parlerai pas de cette sorte. D'accord. Je dirais que notre action vise à le redynamiser, à le vulgariser auprès des femmes et dans une synergie d'action, faire en sorte que les trois fonds, parce qu'au niveau du gouvernement, il y a trois fonds. Nous avons le fonds Femmes et Entrepreneuriat au sein du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Nous avons le FAF Femmes et Développement au secrétaire d'État chargé de l'autonomisation. Et nous avons bien évidemment le FACSI qui fait le bonheur des femmes ivoiriennes avec la première dame. Donc tous ces fonds contribuent à l'épanouissement des femmes. Et vous l'avez dit, le fonds existe depuis plus de 20 ans, 20-25 ans. Mais c'est quoi l'innovation aujourd'hui? L'innovation, c'est la signature d'une convention avec une banque de la place qui permet à la femme d'avoir un compte dans une banque, ce qui n'était pas le cas. Et ensuite, avec les apprenants des IFEF, qui au sortir de leur formation n'avaient pas de moyens pour s'installer. Alors ce fonds-là permet aux apprenantes des IFEF de pouvoir s'installer. Qui peut en bénéficier? Le fonds en question, qui peut, n'importe quelle femme de ce pays peut se lever? Comment ça peut se faire? Toutes les femmes ivoiriennes peuvent en bénéficier. D'accord. Adjoa qui nous regarde en ce moment, elle est à Blolequin, elle se lève, elle vient vous voir pour un fonds et puis c'est bon.
Mais Adjoa qui est à Bloqué n'a pas besoin d'arriver jusqu'à Abidjan pour pouvoir bénéficier du fonds. Nous avons des structures de notre réseau, je dirais, sur toute l'étendue du territoire. Donc Adjoa qui est à Bloqué se rendra dans une des structures de notre réseau. Elle dira qu'elle vient pour le Fonds Femmes et Développement. Elle remplira des fiches. On ne demande qu'à remplir des fiches. Il n'y a ni caution ni aval à déposer. Et Adjoa pourra avoir droit au fonds. Tout de suite, ou alors il y a une sélection après? Oui, bien sûr, il y a une sélection qui s'impose parce que nous n'avons que 500 millions pour toute la Côte d'Ivoire. 500 millions? 500 millions pour toute la Côte d'Ivoire. Je précise que le fonds était à 250 millions par avant et là il est à 500 millions. Un effort. Donc nous ne pourrons pas répondre aux attentes de toutes les femmes des Côte d'Ivoire, donc une sélection sera faite. Une sélection sera faite. Alors il y a la Maison des femmes également, c'est un autre de vos projets. Dites-nous un peu plus, la Maison de la femme. La Maison de la femme, pour moi, pour moi et pour tout le secrétariat d'État, ce sera le lieu d'excellence pour la femme du monde rural. C'est vrai que nous travaillons plus sur les femmes du monde rural, mais ce sera le lieu d'excellence pour la femme du monde rural. Une maison où lorsque la femme entrera, elle pourra apprendre à lire et à écrire, elle pourra apprendre les petits métiers de l'agriculture, parce que nous le savons tous, nos mamans pratiquent l'agriculture sans connaître ce métier-là. Donc, apprendre les petits métiers de l'agriculture, apprendre l'éducation sexuelle et l'éducation de la reproduction. Et au sein de cette maison, nous aurons des crèches. Nous savons tous que nos mamans vont au champ et généralement, quand elles partent au champ avec les enfants. Alors, pour nous, il faut trouver un endroit idéal pour et les mamans et les enfants pour permettre aux femmes de pouvoir laisser les enfants à cet endroit bien précis et vaquer à les occupations. Et pour terminer cette question qui me vient à l'esprit tout de suite, vous direz que l'émergence, c'est une femme? Là, je fais référence au rapport de la Banque mondiale qui est ainsi intitulé hein, « L'émergence, oui, c'est une femme ». Vous faites référence au rapport de la Banque mondiale qui démontrait que la Côte d'Ivoire engrangerait des dizaines de milliards. Si nous arrivions à réduire les inégalités entre hommes et femmes, et moi je dirais qu'il y a un capital féminin à capter chez les femmes. Il y a un génie féminin à faire éclore. Et la Côte d'Ivoire gagnerait plus si nous arrivions à mettre les femmes ivoiriennes au devant de la scène, si nous arrivions à donner toute la place à la femme ivoirienne dans le développement de notre pays. Et Kofi Annan le disait si bien, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. Nous profitons de votre question pour dire merci au président de la République qui, en créant le secrétariat d'État, donne la parole à la femme. Merci. Merci Madame la secrétaire d'État, Madame Dogo, Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler des grands axes de développement pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation et revenez nous voir quand vous voulez. Vous l'avez compris, ce magazine est terminé. Nous espérons que vous avez pris plaisir à le suivre. Pour notre part, comme chaque dimanche, c'était un grand bonheur de vous le présenter. Avant de nous quitter, c'est le cœur en pleurs que nous annonçons le décès en France de Eric Ngoyi Bosiki Erickson, le Zoulou du coupé décalé, né le 3 novembre 1978, une autre icône de ce genre musical qui tire sa révérence ce dimanche. Le Zoulou était un combattant, mais il n'a pas pu gagner la bataille de la mort. Auteur de plusieurs titres à succès, dont Ouragan et Susanna, l'artiste a définitivement déposé le micro alors qu'il préparait ses 20 ans de carrière. Restez sur RTI 1, la chaîne ivoirienne, la chaîne qui rassemble.